Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose? Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. 9h, 11h. On aurait souhaité qu'il y ait un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on continue la matinée ensemble avec le grand référendum et on se pose cette question ce matin. Faut-il avoir peur de l'islam? Question sur la place de l'islam en France aujourd'hui. On en parle car depuis plus de 25 ans, on observe une forme de construction de la question musulmane en France. La France, à la fois fille aînée de l'Église, première communauté juive d'Europe, premier pays musulman d'Europe, également pays de la laïcité. La France peine à définir son identité contemporaine au regard en particulier de l'islam. Dans la bouche de nombreux responsables politiques, on entend dire qu'il y aurait un problème de l'islam en France, qu'il y aurait un problème de compatibilité de l'islam avec la démocratie. Et pour le coup, je cite Manuel Valls qui, en ces termes, évoquait la question l'année dernière. Discours amplifié par les crimes et violences islamistes dans le monde qui font régulièrement la une des médias. Aujourd'hui en France, on peut se dire français et juif sans que ça choque personne. Peut-on en dire autant des musulmans? L'islam et la France, l'islam en France, la somme des incompréhensions nourrit la défiance. Obsession du voile, obsession de la viande halal. Il y a une crispation française autour de l'islam qui avive le débat sur la laïcité, agite celui sur l'intégration, trouble la mémoire coloniale et vient se marier aux questions d'immigration, d'insécurité, des banlieues et des inégalités sociales. En France, on parle beaucoup d'assimilation et les musulmans le vivent comme une injonction à être moins musulmans, moins visibles, ce qui a pour effet contraire de renforcer le communautarisme. Comment être français et musulman en France? Faut-il avoir peur de l'islam? On en débat ce matin dans le grand référendum et on attend vos interventions bien évidemment sur sudradio.fr. Vous votez, vous commentez également sur les réseaux sociaux. Vous avez Twitter, vous avez Facebook, la page Facebook de Sud Radio. Par SMS aussi, Sud, un espace, votre message au 71 200. Et bien évidemment, vous nous appelez pour intervenir à l'antenne. 0826 300 300, 15 centimes la minute. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. Ce matin, faut-il avoir peur de l'islam? La place de l'islam en France, la place des religions également dans la sphère publique. Beaucoup de notions qu'on va faire s'entrechoquer ce matin avec un débat également qui tourne en ce moment beaucoup autour de la laïcité. Affaire de la crèche de Vendée, de la crèche aussi également dans la mairie de Béziers. Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que la place des religions dans la sphère publique? On en débat ce matin avec nos invités. Tariq Ramadan, philosophe, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, qui arrivera dans quelques instants, et Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors précisément, avant de parler de la place de l'islam en France, parlons de la laïcité. Vous signez ce matin un édito dans le Figaro dans lequel vous revenez à l'approche de Noël sur cette affaire des crèches de Béziers, des crèches de Vendée, et vous terminez votre tribune avec des mots très forts. Vous dites: les idéologues qui pensent imposer et généraliser la visibilité musulmane en imposant le multiculturalisme se trompent. Les Français n'accepte pas cette société relativiste et interchangeable. Alors là, ça interroge vraiment aujourd'hui la place des religions dans l'espace public, la conception même de la laïcité. D'après vous, y a-t-il aujourd'hui débat encore, 109 ans après l'adoption de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, sur la place des religions dans la sphère publique, Yvan Rioufol? Dans la sphère publique, il y a débat naturellement, car il y a une ambiguïté sur la manière dont la laïcité est lue, que ce soit par la République ou par les compatriotes musulmans. Il y a un sondage récent qui montre que la grande majorité des Français sont pour une neutralité, une discrétion religieuse, donc une application stricte de la laïcité à 80%. Or, cette vision est tout à fait différente quand elle est portée par les Français musulmans qui estiment à environ 50%, je n'ai plus le terme exact, qu'au contraire, cette visibilité doit être assumée par eux-mêmes dans leur religion et dans l'expression de leur religion. Il y a donc là non seulement une contradiction sur la lecture de la laïcité, mais de possibles frictions, de possibles tensions identitaires. Et ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, au-delà de cette querelle, qui naturellement doit être résolue, et ce sont aux Français de trancher cette querelle, ce que l'on voit apparaître, c'est un sursaut identitaire d'une France qui, après s'être fait imposer passivement depuis 30 ans une sorte de multiculturalisme à bas bruit qui n'a jamais été discuté,
se rend compte aujourd'hui que sa propre culture, issue de 2000 ans d'histoire chrétienne, est une culture aujourd'hui menacée. On a vu ça donc à travers cette polémique sur les crèches qui, au-delà du côté cloche-merle que cela pouvait évoquer, a posé quand même le vrai problème à travers la résonance que cette affaire a eue dans l'opinion, une résonance positive, a posé le problème de la mémoire de la nation vis-à-vis de ses racines chrétiennes. De ce qu'est la France aujourd'hui, et c'est vrai que les interprétations divergent. Dès lors qu'on parle de laïcité, parle-t-on de neutralité dans la sphère publique, c'est-à-dire aucun signe religieux, ou bien acceptation de l'expression religieuse dans la sphère publique? C'est vrai qu'en la matière, les lois françaises sont parfois très ambiguës. On pense à la loi entourant le port du voile. On peut circuler avec un voile sur la tête lorsqu'on est dans la rue, mais pas quand on se rend dans des lieux de l'administration, par exemple. Il y a cette complexité de l'interprétation de ce qu'est aujourd'hui le respect de la laïcité, Yvan Rioufol. C'est pour ça que je dis que le débat, malgré tout, est légitime, mais le débat, il est déjà tranché, si je puis dire, à travers les sondages. Tous les Français, quand vous les écoutez, ne cessent de dire qu'ils entendent rester français, qu'ils ne portent pas les expressions prosélytes dans le fond de certaines minorités. Et donc, naturellement, ce débat-là ne pourra se trancher définitivement que s'il est posé, je pense, de mon point de vue, à travers un référendum, de savoir quel genre de société nous voulons. Est-ce que nous voulons persévérer dans l'assimilation, qui est l'ADN de la France, ou est-ce que nous voulons effectivement nous tourner vers cette société multiculturelle que l'on cherche à nous vendre, et qui, de mon point de vue, et cette société multiculturelle n'est qu'un cheval de Troie qui permet à l'islam radical, à l'islam politique, à l'islamisme de s'imposer dans une république laïque. Je pense qu'il y a incompatibilité, et en tout cas, je vois un grand danger, moi, à rester passif devant cette avancée, parce que cette société multiculturelle avance naturellement par l'effet de la démographie, par l'effet d'une insouciance générale et d'une volonté des pouvoirs publics de ne pas vouloir regarder les désastres que cette société multiculturelle est en train de produire, car dans le fond, cette société multiculturelle serait à applaudir si elle apportait un apaisement des cultures. Or, c'est exactement l'inverse qui se voit, qui s'observe. On voit qu'il y a au contraire une multiplication des conflits, une multiplication des frictions, et peut-être demain de possibles guerres civiles. Mais alors, Yvan Rioufol, là, je reprends les termes employés par Edoui Plenel, qui signait début octobre un livre intitulé « Pour les musulmans », dans lequel il dénonçait une forme de laïcité sectaire, une laïcité de combat, qui avait tendance à essentialiser les musulmans à l'islam radical, comme si tous les musulmans étaient les tenants de l'islam radical. Yvan Rioufol, n'avez-vous pas l'impression, vous aussi, de sombrer dans ce travers-là, d'assimiler l'ensemble des musulmans aux tenants de l'islam radical? Ce serait d'une stupidité énorme, d'autant que si je vous ai rappelé que 50% des Français musulmans voulaient une laïcité un peu expansive, acceptant l'expression des signes religieux. Il y en a donc 50% qui acceptent au contraire d'avoir une discrétion religieuse, et donc il serait stupide de stigmatiser l'ensemble des musulmans au prétexte que certains d'entre eux veulent effectivement subvertir l'espace public à travers des signes religieux. Et donc je ne tombe pas bien sûr dans ce piège, mais cela dit, c'est le piège énorme et très grossier qui est tendu effectivement à tous ceux qui, comme moi, veulent aborder ce sujet, et immédiatement est brandi contre eux le procès en islamophobie. Et ce procès en islamophobie, qui revient continuellement chez les défenseurs de cet islam radical, a deux incidences. Tout d'abord, il interdit d'aborder le problème posé par cet islam politique. Je ne parle pas de l'islam en tant que religion, qui ne pose pas de problème, puisque c'est un islam qui peut être vécu dans l'intimité, mais l'islam politique en pose un. Il faut pouvoir le poser dans une république. Or, les tenants de ce procès en islamophobie l'interdisent. Et surtout, ce procès en islamophobie est tout à fait paradoxal, car il masque, dans le fond, ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que, au-delà de cette islamophobie dont on peut discuter, je ne dis pas qu'il n'y a pas maintenant des haines portées contre des musulmans à cause de ces intégrismes-là, bien sûr. Mais ce que l'on voit surtout apparaître en France, c'est bien la montée de la haine anti-juive portée par une culture arabo-musulmane, pour être très clair dans ce que je dis, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une augmentation de 100% des violences contre les juifs depuis 7 mois, et que cette violence est portée dans les cités, et puis cela masque également la haine, l'extraordinaire haine anti-chrétienne, anti-minorité d'ailleurs plus généralement, portée au Moyen-Orient
par cet islam radical qui est en train d'éradiquer, qui est en train de faire table rase de tout un passé chrétien qui était là depuis 2000 ans, donc bien avant les musulmans. Mais Yvan Rioufol, vous retombez dans le même travers, à savoir que vous faites d'une généralité quelques cas particuliers, même si ce que vous dites, je ne le nie pas, mais est-ce qu'on peut dire que tous les musulmans sont anti-juifs, que tous les musulmans sont anti-chrétiens ? Je croyais avoir répondu à votre question en vous disant que c'était une stupidité de le dire, mais cela n'interdit pas de décrire ce qui est aussi. Il y a quand même des réalités, ou alors on se met la tête dans le sable et sous prétexte de ne pas choquer les musulmans, on s'interdit de parler du sort des chrétiens au Moyen-Orient et on s'interdit de parler du sort des juifs dans les cités. Mais si on veut bien être un peu raisonnable, on peut peut-être envisager, et j'aimerais d'ailleurs que les musulmans me soutiennent là-dessus, et certains le font, mais d'une manière assez discrète, qu'il y a au cœur même de l'islam une maladie de l'islam. Je crois que ce mot avait été employé par un intellectuel musulman il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas à moi de le dire, je ne suis pas naturellement un spécialiste de l'islam, mais j'estime qu'il y a aujourd'hui en urgence une obligation de la part des intellectuels musulmans à exercer un esprit critique sur ce qu'est cette idéologie, cette religion et cette idéologie. Car n'oubliez pas que l'islam, parce que c'est là en fait la grande difficulté qu'il y a à cohabiter avec l'islam, c'est que l'islam est à la fois une religion, mais également un code civil. Pour les frères musulmans, la Constitution, c'est le Coran. Et donc il y a une indifférenciation entre ce qui relève du public et ce qui relève du privé. Ce qui explique d'ailleurs que vous avez un certain nombre de musulmans qui ne comprennent pas que le public ne doivent pas être un mode d'expression identique à celui du privé. Voilà, c'est ce dont on parle quand on parle d'islamisme. C'est une interprétation politique de l'islam. Ce sont des conventions de langage, parce que vous aurez toujours des gens qui vous diront, et ils auront sans doute vraisemblablement raison de dire qu'il y a un continuum entre islam et islamisme, certes. Mais moi, je continue précisément pour ne pas tomber dans l'amalgame et ne pas stigmatiser les musulmans. Je suis de ceux qui continuent à faire cette distinction entre islam et islamisme, étant entendu que dans ce cas-là, je parle de l'islam modéré, de ceux de ces musulmans modérés, ils sont une majorité, Dieu merci, encore une fois. Nous parlons là peut-être de minorités, mais c'est des minorités qui sont entendues. Et donc, il y a là un islam modéré qu'il faut soutenir, qui a tout mon respect. Et puis, il y a un islam politique, un islam agressif. Il suffit de voir comment il s'exprime à travers les blogs, les tweets, c'est effarant. Là, vous comprenez que la pensée qui est un peu sophistiquée chez certains intellectuels devient une pensée brutale, agressive. Vous avez des sites qui colportent encore maintenant, avant de venir dans votre studio, vous avez des sites comme le Al-Quds, par exemple, qui sont suivis par toute une série de commentaires parfaitement haineux, à mon égard en l'occurrence, mais donc qui révèlent à quel point il y a une fracture aujourd'hui, une fracture identitaire. Et ces sites sont d'autant plus insupportables qu'ils interdisent de répondre, c'est-à-dire qu'ils vous mettent sur des blacklists et donc ils font preuve d'une lâcheté accablante. Alors, mais Yvan Rioufol, néanmoins, est-ce qu'on peut se poser aujourd'hui de la question de la perception qu'ont la majorité des Français à l'égard de l'islam? Il y a quand même des phénomènes qui montrent qu'aujourd'hui, il y a quand même une classification à part finalement de la population musulmane. Je reprends par exemple un exemple très concret. Quand Nicolas Sarkozy faisait valoir récemment que la principale qualité de Rachida Dati pour avoir d'avoir été ministre de la Justice était ses origines maghrébines et ses origines musulmanes. Ça pose quand même question là aujourd'hui sur est-ce qu'on aurait dit ça d'un ministre dont la famille aurait été d'origine juive, Yvan Rioufol? Il y a là, de toute évidence, une maladresse. C'est vrai, mais en même temps, tout le monde a compris ce que voulait dire Nicolas Sarkozy. Et ce qu'il voulait dire partait d'un très bon sentiment, c'était de dire que nos compatriotes musulmans n'ont pas à être assignés à leurs conditions mais de fait, c'est ce qu'il fait. D'exclus de la République, et qu'il faut naturellement promouvoir des exemples d'intégration et d'assimilation. Et Rachida Dati en est un formidable. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la République cesse d'avoir peur de son nombre et promeuve justement cette assimilation qui est aujourd'hui refusée par cet islam politique. Alors, vous savez, c'est le Premier ministre turc Erdogan qui, parlant de l'assimilation, dit d'elle que c'est un crime contre l'humanité. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un vrai problème qui se pose au cœur. Alors en Turquie, naturellement les Français ne disent pas cela ainsi, mais il y a aussi en France
une réticence d'une partie, encore une fois, je voudrais bien qu'on ne me caricature pas, d'une partie des musulmans. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'évaluer, mais enfin, c'est pas 0 non plus, c'est pas 0,5% comme j'entends. C'est une partie quand même assez visible, puisque dans les sondages on dit 50%, qui refuse les règles communes de la laïcité pour exiger une visibilité publique. Or, cette visibilité publique pose problème de mon point de vue. Mais en même temps, je ne suis pas détenteur d'une vérité. Oui. Et donc, j'aimerais que cette question-là soit tranchée par les Français eux-mêmes et non pas par des groupes de pression. Voilà, ma position est très claire et encore une fois, mais bien sûr, elle est très claire. Oui. Mais alors, la visibilité, je refuse de me faire caricaturer comme étant anti-musulman, comme on était anti-juif en 1930, car c'est ce que j'entends. Oui. Yvan Rioufol, c'est vrai que vous interrogez le temps long dans nombre de vos éditos. Vous faites valoir les racines chrétiennes de la France, 2000 ans d'histoire chrétienne en France, et en même temps, c'est vrai que la question de l'islam intervient en France à la suite de l'arrivée de plusieurs vagues d'immigration en provenance de pays d'obédience musulmane. C'est vrai qu'il y a aussi cette relation du temps, le temps long de l'histoire chrétienne de la France, et en même temps l'assimilation, la tentative d'assimilation plus ou moins ratée de populations d'origine musulmane qui sont en France depuis moins de 30 ans. Est-ce qu'il ne faut pas laisser du temps au temps aussi, finalement ? Non, mais bien sûr. Non, mais absolument. Je pense qu'il faut naturellement laisser du temps. Je pense que les processus d'intégration et d'assimilation sont plus lents qu'auparavant. Oui. Mais il ne faut pas, de mon point de vue, il ne faut pas lâcher cet objectif qui est pour moi essentiel, qui est de maintenir cette assimilation qui est aujourd'hui contestée par un certain nombre d'intellectuels musulmans, et je salue à l'instant Tariq Ramadan qui vient d'arriver. Merci Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro. Tariq Ramadan, donc, qui vient d'arriver dans nos studios, on va lui donner la parole dans un petit instant. Je vous rappelle la question du jour, faut-il avoir peur de l'islam ? On interroge la place de l'islam aujourd'hui en France, sur fond de débat très vif en ce moment sur ce qu'est la laïcité, ce que doit être la place des religions dans la sphère publique, stricte neutralité ou libre expression. Débat très vif en ce moment autour de plusieurs affaires. On pense par exemple à celle des crèches de Béziers ou de celle du Conseil général de Vendée, les menus dans les cantines, les mosquées aussi, des mosquées qui sont obligées pour certaines de se situer sur des parkings comme ça peut se voir aujourd'hui. Voilà ce dont on parle ce matin dans le grand référendum. Vous êtes sur Sud Radio, on revient dans un petit instant, à tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle ce matin de la place de l'islam en France. Faut-il avoir peur de l'islam ? La place de l'islam en France, eh bien, c'est aussi l'histoire de France. Je le rappelle, fille aînée de l'Église, première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane également. On en débat ce matin avec nos invités, Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et Tariq Ramadan, philosophe, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Tariq Ramadan n'est pas encore à son micro. Je crois qu'il est arrivé un petit peu en trombe. Yvan, il est arrivé ? Vous êtes là, monsieur Ramadan ? Il est là, il est là. Bonjour à vous. Bonjour. Tariq Ramadan, donc je ne veux pas citer la liste exhaustive de tous les ouvrages que vous avez commis. Le dernier en date s'appelle De l'islam, livre dans lequel vous revenez, comme dans de nombreux livres précédents que vous avez écrits, sur ce que vous appelez le défi de la présence des musulmans en Occident. Alors, pour commencer, vous vous présentez vous-même comme un laïc. Alors, qu'est-ce que c'est votre conception de la laïcité, Tariq Ramadan ? Est-ce qu'on parle de stricte neutralité de l'expression religieuse dans l'espace public ou est-ce que c'est pour davantage de visibilité ? Expliquez-nous un petit peu ce que vous concevez comme la laïcité, Tariq Ramadan. Écoutez, moi c'est après de longues études de cette question en France et d'ailleurs dans d'autres pays européens. Moi je suis un enfant de l'école laïque, j'ai été à l'école laïque genevoise et la façon dont je le comprends, c'est un espace où l'État n'intervient pas pour imposer une religion, une référence religieuse, mais est l'arbitre en l'occurrence et se met à distance égale de tous les cultes pour faire appliquer une loi qui est la loi commune pour tous, qui n'est pas influencée par le religieux, mais qui reconnaît la liberté de conscience et la liberté de culte, et qui permet la diversité dans l'espace public. C'est la tradition longue, celle qui a été finalement représentée en son terme par l'apport de Jaurès en France, mais je pense que c'est la seule façon de considérer une laïcité qui soit fidèle à elle-même, parce que moi-même j'ai évolué sur cette question quand j'écoutais des laïcs qui avaient parfois l'esprit fermé et qui nous faisaient comprendre que la laïcité c'était autre chose, et c'est en étudiant que finalement ce que je demande à la France c'est l'application cohérente, claire et complète de son cadre laïque.
Alors précisément, la France, en faites-vous une exception en Europe lorsqu'on parle des populations musulmanes qui y vivent? Placez-vous la France un petit peu à part comparé à ses voisines qui accueillent elles aussi des populations musulmanes, mais peut-être en moindre importance. Rappelons-le, la France, première communauté musulmane d'Europe, premier pays musulman d'Europe, plus de 5 millions de fidèles. La France est-elle un petit peu à part dans le tableau européen, selon vous, Tariq Ramadan? Ça, c'est une excellente question parce que je pense que, comme vous l'avez dit, il y a un historique dont il faut tenir compte. La France n'a pas la même population, pas le même nombre, elle a une autre histoire. Et elle a une autre histoire, pas simplement avec l'islam, elle a une autre histoire avec le fait religieux. La fille aînée de l'Église, la relation avec l'Église catholique romaine est un long passif, c'est-à-dire que la France a eu un problème avec le religieux avant même qu'elle ait un problème avec la présence musulmane. C'est un long débat, et dans lequel s'est inscrite ensuite la présence musulmane. Est-ce qu'elle fait exception sur un certain nombre d'éléments? Oui, c'est-à-dire que pour beaucoup d'Européens, moi je suis un Européen et j'y voyage tout le temps, on ne comprend pas les crispations françaises, on n'a très majoritairement pas compris la question du foulard. On n'a pas tellement compris la question de cette espèce de stigmatisation qu'il y avait aujourd'hui, même sur la question des mosquées ou sur la question de la nourriture. Pour certains Européens, la France est une exception d'enfermement, de crispation, en fait. Ça, c'est une réalité. Et donc, en l'occurrence, certains même Français disent, mais moi, j'ai entendu ceci dans les années 90, où on me disait, mais la France est le seul pays véritablement laïque en Europe. Ça, à mon avis, en l'occurrence, il faudrait en faire une analyse beaucoup plus concrète. Je pense qu'il y a des intervenants aujourd'hui du débat français qui font de la laïcité un instrument de combat, voire même de protection par rapport à la présence musulmane. Et je pense que c'est là le problème. Le problème, c'est que l'immense majorité des musulmans de France, des Français de confession musulmane, n'a aucun problème avec la laïcité. Alors précisément, certaines interprétations laïques qui sont problématiques. Alors voilà, vous parlez d'interprétation. Précisément, on discutait avec Yvan Rioufol d'un sondage paru hier justement concernant la laïcité, montrant que plus de 80% des Français interrogés dans cette enquête souhaitent que la religion soit cantonnée à la sphère privée. Et si l'on affine finalement le questionnaire, on se rend compte que les musulmans pratiquants finalement, pour plus de moitié, trouvent acceptable le port de signes religieux, l'expression religieuse par exemple la prière dans des lieux publics. Finalement, une conception assez différente de ce qu'on peut concevoir comme la laïcité, à savoir la stricte neutralité. Là, on parle de libre expression de la religion dans la sphère publique. Y a-t-il une spécificité des musulmans sur cette question-là? Pas du tout, parce que je pense que dans même de décrire la laïcité ou Monsieur Rioufol, vous n'êtes absolument pas représentatif de la majorité des Français sur cette question-là. Moi, j'ai pu débattre à l'intérieur même de la Ligue de l'enseignement. J'ai pu débattre avec des personnes qui sont des références en France sur cette question-là, que ce qu'il s'agisse d'Émile Poula, de Boussinesq, de Jean Bobéro, qui sont des gens qui sont des spécialistes de la laïcité. Ils défendent absolument pas votre idée de la laïcité stricte. Si le caractère strict de la laïcité est en train de faire perdre son esprit à la laïcité, c'est un problème, parce que la laïcité, ça n'est pas la disparition du visible au nom de la neutralité, c'est la neutralité qui accepte la diversité des visibles. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, et ça commence avec la couleur, c'est fini la France blanche. La France, elle est multicolore dans la façon dont les gens dont les gens sont, dans leur essence. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont blancs, ils sont de toutes ces couleurs-là. Et donc cette visibilité-là, vous voulez faire quoi? Une neutralité laïque, elle va faire quoi avec la couleur de peau? Eh bien, de la même façon, qu'est-ce qu'il faut faire avec la diversité des vêtements? Eh bien, il faut les accepter. À partir d'un certain moment, on met des règles claires sur le fait, par exemple, ou le fond. Par exemple, pour ce qui me concerne, moi, je ne suis pas un défenseur de l'idée des écoles privées musulmanes. Je l'ai écrit il y a 25 ans, où j'ai dit, moi, je suis un enfant de la diversité. C'est à l'école où j'ai appris à débattre. C'est à l'école où j'ai appris à parler le français comme je vous parle. C'est à l'école où j'ai appris la philosophie occidentale. Et ma richesse, si vous voulez, en tant qu'Européen, c'est de ne pas avoir perdu qui j'étais, mais d'avoir ajouté la référence de là où j'étais. Et donc, c'est cette diversité-là. Donc, une laïcité qui serait une laïcité de l'invisible et d'une neutralité qui soit le laminage de la différence, c'est une laïcité qui appauvrit la pensée. Et beaucoup des défenseurs de la laïcité stricte dont vous parlez sont des personnes qui, malheureusement, appauvrissent la pensée et ne l'enrichissent pas. L'assimilation comme injonction
d'effacement. Hein. Là, c'est une expression que je reprends d'Edoui Plenel, qui signait ce livre donc pour les musulmans, c'était il y a à peu près 2 mois. Vous pensez que c'est l'explication, c'est l'une des explications de ce sentiment de repli communautaire des musulmans sur eux-mêmes qu'on peut constater, et c'est vrai, dans certains quartiers, il y a ce repli communautaire, Tariq Ramadan. Écoutez, ça existe effectivement, et il y a aujourd'hui des dérives, mais moi je vais vous étonner, parce que je suis beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ouvert sur cette question en termes de réflexion sur le courant historique de plus longue durée. Moi, je ne m'intéresse pas aux boursouflures médiatiques, je ne m'intéresse pas aux derniers événements qui crispent. Je m'intéresse aux mouvements historiques de fond. Et ce qu'on est en train de voir, c'est le contraire de ce qu'on pourrait, c'est paradoxal, de ce qu'on pourrait penser. À savoir qu'en fait, c'est parce que les Français de confession musulmane ont réussi leur intégration, qu'ils sont de plus en plus visibles dans la société. On les voit dans tous les corps de métier, on les voit chez vous les journalistes, mais aussi chez les enseignants, chez les travailleurs sociaux. Mais Tariq Ramadan, là, j'ai l'impression que vous faites comme faisait Yvan Rioufol un petit peu tout à l'heure, ne lui en déplaise, vous faites de quelques exceptions une généralité, Tariq Ramadan. Il y a des réussites, mais beaucoup de musulmans eux-mêmes disent aujourd'hui la France ne nous reconnaît pas comme tel. Attendez. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que de l'intérieur de cette France et de ces citoyens français de confession musulmane, ils sont en train d'être beaucoup plus visibles parce qu'ils sortent de leurs ghettos sociaux, ils sortent de leurs ghettos culturels et religieux. Donc, ils sont plus visibles. Et la France est surprise de cette présence qu'elle n'avait pas calculée, comme on dit dans les banlieues auparavant, parce que les gens étaient isolés géographiquement. Donc, il y a un mouvement historique de nouvelle présence. Maintenant, vous avez raison sur un point, il faut qu'on évite de faire des exceptions de la réussite ou des exceptions de l'échec, la généralité de nos constats. Mais le mouvement historique est beaucoup plus positif que ce que l'on dit, et reste aujourd'hui des vrais problèmes. Et ces vrais problèmes, vous savez pourquoi je gêne un certain nombre de personnes au niveau du gouvernement français? Parce qu'en fait, je refuse qu'on me cantonne dans une réponse islamique à des problèmes sociaux et politiques. Que les vraies questions de ce pays sont des questions d'éducation, ce sont des questions d'égalité dans l'éducation, d'égalité des chances, c'est la question du décloisonnement urbain, et parce que là où on voit le plus d'expressions racistes parfois à l'endroit de l'islam, c'est dans les espaces périurbains où un certain nombre de Français, qu'on dit être de souche, des Français, ont l'impression qu'ils sont les laissés pour compte de l'évolution sociale et du progrès social. Et donc la question de l'emploi, la question de l'habitat, c'est de ça dont il faut parler aujourd'hui. De la sécurité, toutes ces questions sont liées les unes aux autres. Oui, bien sûr. Yvan Rioufol, réaction à ce que vient de nous dire Tariq Ramadan. Je suis assez suffoqué par l'aisance de cas Tariq Ramadan prétendre vouloir parler au nom de la majorité des Français. Je suis désolé, mais Tariq Ramadan prend ses désirs pour des réalités. Mais j'ai juste dit que vous ne représentez pas la majorité. Je ne représente pas la France, et vous représentez la France. Non, pas du tout. Bon. Je fais un constat sur la France. Vous avez dit que vous représentez vous-même, messieurs. Vous avez dit que les Français majoritairement défendaient vos idées, se reconnaissaient dans vos idées. Mais tous les sondages. D'abord, moi je dis que c'est aux Français de parler et non pas ni à vous ni à moi. Je ne représente pas les Français, vous ne représentez pas les Français. Et j'aimerais que les Français se prononcent par voie de référendum sur ces grandes questions, et la question étant de savoir s'ils veulent un régime multiculturel que vous voulez imposer subrepticement ou le maintien de l'assimilation, ce que je défends. Et j'ai la prétention de penser, en tout cas en regardant les sondages, que c'est bien cette assimilation et cette conception de la laïcité discrète que les Français désirent. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été dit précédemment, mais nous avons cité effectivement ce sondage qui montre que 80% des Français désirent une laïcité discrète, c'est-à-dire des signes qui ne soient pas visibles de l'extérieur, contrairement à ce que vous réclamez. Vous réclamez une visibilité des musulmans, ce qui est une entrave, un frein à l'intégration. Et la majorité des Français veut précisément poursuivre dans cette mode d'assimilation, même si elle est plus lente en effet, car je prends bien en compte aussi le fait qu'il y a une nouvelle civilisation, une nouvelle culture qui tente à s'implanter en France. Le problème est qu'il y a un grand paradoxe à voir aujourd'hui Tariq Ramadan et d'autres réclamer pour l'Europe et pour la France un multiculturalisme, tandis que dans les pays moyen-orientaux, dans les terres arabo-musulmanes, c'est exactement le phénomène inverse qui se produit, puisque nous voyons aujourd'hui un phénomène d'éradication religieuse, d'éradication ethnique, où les chrétiens eux-mêmes sont les premières victimes de l'intolérance islamique. Et l'on voit ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce même qu'en Turquie, qui est donné comme un exemple de démocratie
musulmane, où les chrétiens ne représentent plus que 1% de la population. Oui, mais il faut quand même s'interroger sur ce grand paradoxe de réclamer pour les uns ce que l'on refuse pour les autres. Yvan Rioufol, malgré tout, quand on parle de visibilité, droit à la visibilité, on ne réclame pas un droit à la primauté. Il semble qu'il y ait un peu cette confusion dans la tête de nombreux Français, cette crainte que la revendication de nombreux musulmans à pouvoir afficher leur religion publiquement, dire sans complexe je suis musulman, on l'assimile à une volonté de primauté. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce terme de laïcité est piégé. Moi, je voudrais replacer le problème sur le terrain de l'assimilation. De l'assimilation à une culture qui a 2000 ans d'âge, qui est une culture chrétienne, et à une histoire qui a 1500 ans d'âge, excusez du peu si on remonte au baptême de Clovis, qui est la culture française. Et je dénie la prétention de certaines minorités représentées par Tariq Ramadan d'exiger aujourd'hui de se mettre les pieds sur la table au prétexte qu'ils sont là depuis 30 ans, qu'ils ont été peut-être appelés en effet par le colonisateur, etc., pour avoir les mêmes exigences que le pays hôte. Et ma détresse, si j'en ai une, c'est de voir qu'en effet, la République n'est pas aujourd'hui aussi vaillante pour imposer ces règles, comme elle a pu le faire par le passé, d'abord aux catholiques. Je vous rappelle quand même comment les catholiques, les contraintes, et les injures et les violences que les catholiques ont eu à subir depuis 1992 afin de se plier à la République. Et Dieu sait pourtant que la laïcité est intrinsèque au catholicisme, et que les Juifs également ont fait ce même effort de s'intégrer dans une République laïque, c'est-à-dire de se passer de cette visibilité qui, à travers des voiles, des minarets ou je ne sais quoi, veut affirmer une présence musulmane en France et est vue par les Français, et j'en termine, et est vue par les Français comme une agression, car ce que l'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que cette grave crise identitaire qui parcourt la France et qui est beaucoup plus grave que la crise économique est une crise identitaire qui est née précisément de cette découverte un peu brutale par les Français de ce qu'est aujourd'hui ce communautarisme qui a été insufflé par des intellectuels comme Tariq Ramadan. Alors Tariq Ramadan, je vous laisse répondre à Yvan Rioufol. Écoutez, c'est un peu triste d'entendre ça. Ne prenez pas ces arguments-là, s'il vous plaît. Ce n'est pas un argument, c'est un constat. L'argument, il va venir maintenant. Ce qui est triste, l'argument va venir maintenant. Laissez-moi argumenter avant de... J'espère. Deux choses. Là, on a l'expression d'une pensée qui est confuse et d'une pensée qui est dogmatique. La confusion, quelle est-elle ? On le voit bien. On voit bien qu'on est en train de partir dans les sociétés majoritairement musulmanes pour nous expliquer que finalement, ce devrait être une espèce de commerce de droit. Il se trouve que je suis le premier, moi-même, à être critique à l'endroit des sociétés majoritairement musulmanes, que ce soit dans l'intolérance vis-à-vis des minorités, quelles qu'elles soient. On ne vous entend pas beaucoup. Bon, mais vous m'écoutez pas beaucoup. Si, je fais attention à ce que vous dites, mais si, parce que vous avez un poids dans le débat, mais je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas beaucoup. Mais vous devriez me lire aussi, et vous verriez que ma pensée est moins confuse que vous ne le prétendez. Bon, lisez-vous les uns les autres. Et en tout cas, je peux vous renvoyer le compliment si vous voulez mettre le débat sur ce terrain-là. Est-ce que je peux Tariq Ramadan, allez-y. Parce que je ne vous ai pas coupé. Oui, mais ne coupé. prenez pas ces arguments-là, ces arguments faussement moraux. Écoutez, vous me dites, on ne vous a pas écouté et on ne vous entend pas sur ces sujets-là. Ne prenez pas ce ton supérieur pour parler d'un débat qui est un débat important. Yvan Rioufol, justement, laissons Tariq Ramadan vous répondre. Je ne sais pas si je prends un ton supérieur, mais vous prenez un ton dogmatique. Je n'ai pas un ton dogmatique, je ne vous permets pas de me le dire, donc s'il vous plaît, continuez sur des arguments qui sont plus valables. Vous me le dites dogmatiquement. Donc je continue. Ce que je voulais dire, c'est un enfantillage. Ce que je voulais dire, c'est que sur le plan des pays majoritairement musulmans, il faut en faire la critique, mais ça n'a rien à voir avec notre débat. À aucun moment, ce qui est en train de se passer dans les pays majoritairement musulmans doit être la grille de lecture ou les paramètres sur lesquels on approche la question dans les sociétés démocratiques. À aucun moment. Les droits de l'homme ne sont pas une affaire de commerce. Le droit des consciences, c'est pas une affaire de commerce. Et si dans tous les pays majoritairement musulmans, on faisait mal, on n'aurait pas à justifier le fait de faire mal ici, parce que mon devoir moral en tant qu'Européen de confession musulmane, c'est effectivement de faire la critique de ce qui se passe. J'ai été interdit dans 8 pays majoritaires
majoritairement musulmans. Et si personne ne m'entendait, comment ça se fait que eux l'entendent? Ces critiques que j'ai à l'endroit de l'Arabie Saoudite, que j'ai à l'endroit de l'Égypte, en termes de dictature, en termes de lien avec les Coptes, par exemple, dans mon dernier livre sur le réveil arabe, allez lire et vous allez voir quelle est la critique que j'ai pu faire jusqu'à maintenant par rapport à ce qui se passe. Mais alors revenons, Tariq Ramadan, sur ce qui est mais laissez-moi terminer. Ça veut dire que maintenant, laissez-moi terminer. Maintenant, vous me laissez terminer. Donc la confusion, il faut pas l'avoir. Il faut séparer les propos. Maintenant, on en vient à la question européenne et française. Et là, on s'aperçoit. Regardez comment la confusion est entretenue. Ce que j'ai mis en évidence, c'est que la conception laïque de Rioufol et d'autres qui sont de son côté n'est absolument pas la seule conception. Moi, j'ai pas parlé de majorité et de minorité. J'ai dit que c'était pas la seule. Vous avez parlé de majorité, mais enfin bon, si vous ne savez plus ce que vous dites. Mais enfin bon, en tout cas, c'est pas la même. Il y a deux conceptions, mais encore une fois, il y a plus que deux conceptions. Et en l'occurrence, vous n'êtes pas représentant messieurs, de la conception. Je ne prétends pas à cela. Je ne prétends pas à cela. Mais si on est Tariq Ramadan, pardon de vous interrompre. J'aimerais juste terminer ma pensée. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on marque une pause. D'accord. Ce que j'aimerais dire par rapport à monsieur Rioufol, c'est que aujourd'hui, moi, je ne parle même pas de multiculturel. Je dis que nous sommes dans une société plurielle et que ce qui doit déterminer notre vivre ensemble, c'est le respect de la loi commune. Et que la neutralité ne peut pas vouloir dire la disparition des différences. La vraie neutralité, elle accepte la diversité des opinions et la diversité des visibilités. C'est le seul moyen. Et qu'on me dise à moi que je suis pour le communautarisme, j'aimerais juste dire à monsieur Rioufol, vous savez, j'ai plus de contacts avec toute la société française que vous n'en avez avec vos concitoyens musulmans. En tout cas, deux conceptions qui s'opposent sur justement la question de ce qu'est la laïcité en France. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance qui s'exprime de part et d'autre sur le ressenti, les musulmans de France, les Français qui ne sont pas musulmans. On continue à en débattre dans un instant dans le grand référendum. 0826 300 300, 15 centimes la minute pour intervenir. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre quelle place pour l'islam en France. Faut-il en avoir peur? Débat plutôt agité entre nos invités ce matin. Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et Tariq Ramadan, philosophe, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Vous signez De l'islam, votre dernier ouvrage, Tariq Ramadan. Peut-être un commentaire sur ce qui a été l'un des faits d'actualité de la semaine dernière, cette affaire de la crèche dans le hall du Conseil général de Vendée. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat qui s'en est suivi. Mais alors ce débat, qui était initialement un débat sur le strict respect de la loi sur la laïcité, est devenu un débat sur l'expression religieuse dans la sphère publique. Tariq Ramadan, quelle analyse faites-vous de cette affaire qui a trouvé un écho également à la mairie de Béziers, qui avait fait de même, installer une crèche dans le hall de la mairie? Comment vous interprétez ce qui s'est dit autour de ces deux histoires distinctes, Tariq Ramadan? Oui, juste une rectification. Le titre du livre, c'est De l'islam et des musulmans, parce qu'il y a aussi toute cette réflexion. Ah pardon, de la question des musulmans. Vous direz à votre éditeur de compléter, puisque c'est de l'islam. Non, mais c'est juste une... Alors, écoutez, moi j'ai suivi effectivement toutes ces discussions et moi je suis inquiet de la nature de ces crispations-là. Je pense que avoir des crèches, avoir des représentations... On est dans une société française qui a une longue histoire de tradition catholique, de tradition religieuse. Et cette espèce de laïcité qui finalement... pour une fois, j'étais d'accord avec Henri Guénaud qui parlait de cette espèce de fanatisme là. Il faut arrêter avec ça. Il faut que les citoyens de confession catholique, de confession chrétienne dans leur ensemble, de confession juive, de confession musulmane, ou sans confession athée ou bouddhiste ou agnostique, il faut qu'on respecte ceci, qu'il y ait une crèche et qu'on représente ceci, que ce soit l'expression de la culture française. Mais évidemment qu'il faut qu'on puisse le faire et qu'on en arrive maintenant à faire des crispations, à vouloir une laïcité tellement stricte qu'elle en devient idiote, qu'elle en devient complètement stupide. On a même vu vers Le Mans des gens qui disent ou vous mangez du porc ou vous mangez pas. Mais où va-t-on? Qu'est-ce que c'est que cette... Et je le dis à M. Rioufol, c'est sa façon de penser qui amène à ces conséquences-là. C'est-à-dire cette espèce de vision d'une espèce de laïcité. Il faut qu'on voit rien, qu'on n'entende rien, de la neutralité. Non, vous trompez, je défends les crèches. Donc vous n'avez pas bien compris ce que je dis. Vous défendez les crèches, mais vous ne défendez pas les mosquées. Parce que, non, je ne défends pas les... je ne défends pas les minarets, je défends les mosquées, bien sûr. Donc vous ne comprenez pas. Donc voilà. Je comprends rien ou je comprends trop bien. Vous faites des jugements hautains, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et vous n'écoutez pas non plus les Français. Donc ça... En tout cas, moi, ce que je voulais dire sur la question des crèches, c'est que je pense qu'il faut qu'on puisse les respecter, qu'on puisse respecter cette diversité-là, qu'on arrête de faire des problèmes là-dessus.
éduquons nos enfants, éduquons nos journalistes, éduquons nos enseignants à une compréhension de la diversité. La laïcité, c'est l'acceptation de la diversité sans crispation. C'est pas ce qu'on est. J'aimerais bien que cette diversité, vous la fassiez appliquer avec, malgré tout, l'influence que vous avez, à vos amis des pays du Maghreb ou à vos amis. Vous allez recommencer. Oui, je vais recommencer parce que c'est le fond du problème. C'est un véritable scandale ce qui se passe là-bas. Et je trouve le scandale encore plus grave quand je vois le silence de la communauté musulmane qui, même quand Hervé Gourdel s'est fait égorger, n'est pas descendu dans la rue ou à peine à quelques centaines de personnes. Et donc, je pense qu'il y a, attendez, je finis parce que c'est important, il y a quand même, de la part de Tariq Ramadan et de ceux qui le représentent, une volonté à chaque fois de nous mettre en difficulté et d'exiger de nous des culpabilisations alors que lui-même est incapable d'exercer un minimum d'esprit critique, est incapable d'exercer un minimum d'esprit critique. Il y a un nous dans lequel je ne serais pas. Pardon, vous dites? Il y a un nous dans lequel je ne serais pas. Je dis vous et tous ceux. C'est qui ce nous? Je dis vous l'intellectuel. Je dis vous intellectuels et ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous lisent. C'est qui votre nous dont vous parlez? Vous êtes qui vous? Je dis vous et ceux qui vous soutiennent et ceux qui interprètent votre pensée. Et je vous invite à regarder comment ceux qui vous soutiennent interprètent votre pensée avec la brutalité et la haine que j'ai déjà décrite tout à l'heure quand vous n'étiez pas là sur les tweets et sur les réseaux sociaux. Là, on voit la pensée de Ramadan et on voit à quel point il exacerbe les haines. Voilà ce que je veux vous dire, Monsieur Ramadan, les yeux dans les yeux. Mais alors, justement, est-ce qu'il faut que la France, messieurs, vous le savez parfaitement. Vous êtes un frein à l'assimilation, vous êtes un frein à l'intégration, et vous assistez. L'histoire dira, monsieur, entre vous et moi. Vous savez, l'histoire dira en effet quel était votre double discours. Car il est très bien d'avoir cette voix d'évêque et de dire des vérités sirupeuses, mais ce n'est pas vous qui appelez à l'apaisement. L'apaisement, c'est l'apaisement de la laïcité telle que la laïcité a été conçue par la République. Non, je termine simplement et je voudrais simplement vous dire, parce que maintenant le temps passe, que j'aimerais, et j'en finis là, j'aimerais qu'on en finisse là, provisoirement, que l'on revienne à ce qu'avait dit Clermont-Tonnerre en 1789, qui, parlant des Juifs, avait dit « Rien pour les Juifs en tant que nation, tout pour les Juifs en tant que citoyens ». Eh bien, je voudrais que pour les musulmans, on dise aujourd'hui la même chose. Rien pour les musulmans en tant qu'oumma ou en tant que nation, et tout pour les musulmans en tant que citoyens. Là-dessus, nous sommes d'accord. Eh bien, voilà. Alors, nous sommes d'accord. Alors, dans ce cas-là, ne demandez pas des prérogatives, des passe-droits et des laïcités qui puissent se regarder. Je demande la même chose que vous. Non, vous ne demandez pas la même chose que nous. C'est pas vrai. Vous êtes en train d'instrumentaliser à votre profit une laïcité qui ne demande qu'à promouvoir l'indifférence et la discrétion. Laissons-le dire ce qu'il a à dire précisément, Yvan Rioufol. Tariq Ramadan. Comment on dépasse? Merci de pouvoir me laisser allez dans votre victimisation à nouveau, mais je ne marche pas dans ce jeu-là. Comment on dépassionne justement? Parce que là, on voit bien quand même que les mots commencent à voler haut. Tariq Ramadan, avez-vous des solutions pour dépassionner la question? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que sur le terrain, c'est ce que je voulais dire en rappelant le mot de Zola quand il était accusé et qu'il répondait pour les Juifs, son livre pour les Juifs. Oui, non, où il disait aux militaires qui accusaient Dreyfus, il dit, l'histoire dira qui de vous avec votre baïonnette ou de moi avec ma plume a plus apporté à la France. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est que depuis 30 ans, moi, je fais ce travail. Le dernier livre, là, dont je parle sur l'islam et des musulmans, tout ce que je fais est un travail éducatif de base. C'est-à-dire de mettre en évidence ce qui fait qu'en tant que citoyen, c'est exactement ce que je veux. Moi, je veux tout en tant que citoyen. Je ne demande aucune prérogative en tant que musulman. Aucune. Je ne veux aucune. Je veux juste... Laissez-moi terminer. Mais écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous dites exactement l'inverse à travers tous vos discours. C'est ça votre double discours. C'est ça qui est insupportable. Bien oui, vous pouvez terminer. Enfin, permettez-moi de dire à ceux qui nous écoutent que vous avez des doubles discours. Mais ça, c'est facile parce que vous venez de montrer à tous ceux qui nous écoutent que vous avez une double audition, que vous n'écoutez que ce que vous voulez. Votre problème, c'est votre écoute, c'est pas mon propos. Donc je reviens à ce que je suis en train de dire pour dire que ce que nous avons à faire, c'est un vrai travail. Vous savez, moi, je pense vraiment que la responsabilité des musulmans, des intellectuels musulmans comme des représentants religieux, c'est de faire un travail sur les interprétations des textes, sur la compréhension de la laïcité, sur la compréhension de l'histoire de France. C'est vrai, ceci. D'un autre côté, ce que je pense nous avons à faire en France, c'est dépasser ces crispations en trouvant aujourd'hui des vrais espaces communs où nous travaillons ensemble. Nous devons travailler ensemble à la réforme de l'école. Nous devons travailler ensemble à la réforme de la politique
urbaine, contre les cloisonnements. Nous devons travailler ensemble contre tout ce qui est en train de se passer sur le marché de l'emploi. Un immense chantier, Tariq Ramadan. Mais c'est là où on doit travailler ensemble. Et en l'occurrence, on doit le faire de façon. Je vous interromps parce qu'on va prendre. Je peux répondre ? Il faut qu'on lance la publicité, donc je vous demande de retenir encore votre langue quelques secondes. On revient dans un petit instant tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Qu'est-ce que la France aujourd'hui ? Quelle place pour l'islam en France ? L'islam de France est-il possible ? Voilà des questions auxquelles on a tenté de répondre ce matin dans cette émission qui malheureusement touche presque à sa fin avec Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, et Tariq Ramadan, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford, qui publie donc De l'islam et des musulmans, qui paru ces derniers jours. Alors très rapidement, messieurs, puisqu'il nous reste plus que 2 petites minutes, sur la difficile réconciliation aujourd'hui entre une partie des Français qui ont le sentiment que l'islam est une religion de conquête, une religion envahissante. Là, je relaie le sentiment de beaucoup de Français, ceux qui disent « mais attendez, arrêtez d'avoir peur, la France est aujourd'hui un pays multiculturel ». Nous voilà finalement sur des positions très contradictoires qu'il va être difficile de réconcilier, peut-être avec le temps. Tariq Ramadan, le temps, ce sera l'allié finalement de la réconciliation en France ? Oui, je pense que dans l'histoire longue, les choses vont aller vers quelque chose qui va se normaliser dans le bien. Moi, ce que je demande aux citoyens français de confession musulmane, c'est de ne pas tomber ni dans la pensée victimaire, ni dans la pensée de la justification, mais aujourd'hui d'être une valeur ajoutée à la France. Comment ? Par un travail sur la distinction éthique, sur l'engagement social, sur la participation. Je pense que quand on montre à nos concitoyens que nous sommes une valeur ajoutée pour l'avenir, ça permet de relativiser les blessures du passé. C'est, je pense, avec le temps que les choses se passeront et que sous nos yeux aujourd'hui, il y ait beaucoup d'exemples qui montrent que nous allons dans le bon sens malgré tout. Il faut pouvoir gérer les tensions, mais il faut garder confiance dans les processus historiques longs. Yvan Rioufol, pour terminer. Oui, moi je fais confiance à tous ces musulmans qui ont accepté de venir rejoindre la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une république laïque et assimilatrice. Et donc il y a beaucoup de musulmans qui, contrairement à ce que dit Tariq Ramadan, on acquiesce à ce modèle-là. Mais je voudrais rendre un hommage à Tariq Ramadan, car dans ce mépris qu'il porte à cette France qu'il n'aime pas, il a parlé de cette France comme étant une exception d'enfermement. Inadmissible, ce que vous venez de dire. Cette France, vous avez parlé d'une France qui était une, vous avez parlé d'une France qui était une représentez, monsieur. Eh bien, mais j'aime la France. D'accord, vous aimez la France, vous aimez la France comme vous la voulez, mais cette France-là n'existe pas. Et vous avez parlé d'une France qui est une France d'enfermement. Eh bien, cette France d'enfermement est en train de vous répondre et vous suscitez grâce à vous et grâce à vos mépris, vous êtes en train de susciter un réveil identitaire, un réveil culturel qui est souhaitable et que j'applaudis. C'est-à-dire c'est un réveil culturel et identitaire que vous acceptez quand il se passe dans les pays musulmans et que vous contestez quand il se passe dans des pays de tradition catholique. Eh bien moi je m'en félicite et je vous remercie pour ceci. Merci messieurs, en tout cas il aurait fallu 1 heure de plus pour poursuivre ce débat et rééquilibrer un petit peu les temps de parole. Dommage Tariq Ramadan que vous n'ayez pas pu arriver